Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout de suite, les titres. Au Gabon, 72 heures après avoir suspendu leur grève, les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, reconduisent leur mouvement. Le manque de consensus dans les négociations entamées avec la hiérarchie la semaine dernière serait à l'origine de cette volte-face. Vous verrez qu'au Libéria, la Cour suprême a suspendu ce lundi le processus électoral au Libéria à la veille du second tour de la présidentielle entre l'ex-star du foot George Weah et le vice-président Joseph Boakai. Sans fixer de nouvelles dates au scrutin, le parti de George Weah a réagi positivement à cette décision. Et puis le Royaume-Uni veut panser la plaie du harcèlement sexuel sans cesse grandissante. Ce lundi, Theresa May a invité la classe politique à mettre au centre de la vie publique une nouvelle culture de respect vis-à-vis de la gente féminine. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Tout d'abord, le ministère de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État, a abrité ce lundi les travaux sur le projet d'appui à la réforme de la fonction publique avec la Banque mondiale. Les détails de ce compte rendu, Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. La mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de paix, le ministère de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État, et les experts de la Banque mondiale y travaillent depuis quelques mois. Ce lundi, il était question pour la coordination du projet d'arrêter les points cruciaux. Nous avons, depuis le mois de juillet, commencé à travailler avec la Banque mondiale pour nous permettre d'élaborer le cahier des charges, et c'est ce que nous sommes en train de continuer de faire, élaborer le cahier des charges qui mettra en place un véritable système de gestion intégrée des ressources humaines et de la paie. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer, on ne peut pas vouloir les transformations de notre société sans que nous ayons un outil qui puisse nous accompagner à prendre cela en charge. La volonté y est maintenant, il faudrait que, et c'est tout le sens du travail que nous sommes en train de faire, préparer en fait l'outil qui fera en sorte que, in fine, quand toutes les transformations qui sont en train de se faire seront aboutis, en fait, le système lui aussi prendra directement le relais. Il est question ici de rendre plus clair le mode de gestion de l'agent de l'État, quelle que soit son administration. La fonction publique est une et indivisible. Les autres départements ministériels ne sont qu'utilisateurs des agents de l'État. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Lorsqu'il s'est agi de la mise en place du nouveau système de rémunération, nous n'avons pas dit, nous faisons rien que la gestion des civils, nous ne faisons que la gestion des magistrats, nous avons fait la gestion de tous les agents de l'État, quel que soit le statut. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas de raison qu'en matière de gestion administrative, nous continuions à avoir chacun sa base de données. Or, si nous voulons avoir l'information, une information pertinente et cohérente de la fonction publique, nous devons avoir la même base de données et donner des habilitations à chaque gestionnaire dans son département ministériel. Donc nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est de reconstituer une base de données unique pour que l'État gabonais puisse avoir une information unique en matière d'agents de l'État. Ce projet d'appui à la réforme de la fonction publique est l'un des éléments phares du gouvernement dans sa politique de modernisation du service public. Pilotage de l'exécution du budget, instruments et les responsabilités, c'est le thème du séminaire régional ouvert ce lundi matin à Libreville dans un hôtel de la capitale gabonaise, présidé par le ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics Jean-Fidèle Otando, en présence du coordonnateur d'Afritag et le représentant résident du FMI. La rencontre rentre dans le cadre d'échanges entre pairs pour partager les réussites et les difficultés des uns et des autres dans le pilotage de l'exécution du budget des États de la CEMAC. Ce séminaire va s'étendre sur 5 jours, tel que nous le rapporte Linda Gaël Maganga, Joël Tato. Soutenus par la communauté financière internationale, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ont engagé très tôt des réformes d'envergure dès l'apparition des premiers signes d'essoufflement de leur économie consécutive à l'effondrement des cours des matières premières, notamment du pétrole. J'ai la conviction que la modernisation de la gestion des finances publiques occupe une place de plus en plus prépondérante
dans la gestion macroéconomique de nos pays. C'est pourquoi ces réformes mettent effectivement l'accent sur une meilleure prise en main de la gestion de nos finances publiques, notamment par le biais d'un véritable pilotage budgétaire. Dans le cadre pluriannuel adossé sous le 3e cycle, le financement d'Afrique TAC Centre pour la période 2017-2021 s'articule sur la mise en œuvre des dispositions innovantes des directives de la CEMAC, dont l'échéance de transposition est prévue pour le 31 décembre 2017 pour les pays de la CEMAC et d'autre part du nouveau cadre de gestion des autres pays de l'Afrique centrale couvert par Afrique TAC Centre. L'enjeu pour la gestion des financements publics, aussi bien en zone CEMAC que pour tous les espaces Afrique TAC Centre, justifie toutes les initiatives de rencontres sous-régionales entre les pairs afin d'imprégner des méthodes et des instruments permettant aux États de mieux appréhender les contraintes et les difficultés de mise en œuvre des innovations induites par ces réformes dites de seconde génération. Alors que les négociations tripartites État-patronat-syndicats sur les cotisations de la branche vieillesse suivent leur cours ce lundi, le ministre d'État, ministre en charge de la prévoyance sociale, Paul Biogomba, a fait une immersion in situ dans les travaux en présence de nos reporters PJ Opas et Hervé Aubian. En vue de s'enquérir de l'ambiance des travaux en atelier et apprécier les propositions des différents ateliers à mi-parcours des négociations liées à la branche vieillesse, que le ministre d'État en charge de la prévoyance sociale a fait une immersion dans les échanges qui se tiennent depuis plus d'une semaine à la Chambre de commerce. Compte tenu des engagements que aussi bien les salariés que le patronat ont pris et réaffirmés même tout à l'heure, je suis plutôt confiant qu'on aboutira très certainement vendredi prochain à des propositions consensuelles et durables, solides, équilibrées, que je vais aller présenter au chef du gouvernement. Les améliorations considérables par rapport à la retraite se négocient toujours entre les trois parties. Il a été question que ce lundi, nous puissions faire un bilan à mi-parcours de l'évolution des discussions. Pour ce qui est de la partie des salariés, nous pensons que depuis la semaine dernière, nous avons fait des propositions constructives au niveau de l'âge de la retraite, au niveau du taux de cotisation, au niveau du taux de remplacement, au niveau du plafond. À ce jour, nous pensons que ce qui peut-être nous amènerait à traîner un tout petit peu, c'est parce que le patronat n'a pas encore déposé ses propositions. Mais nous pensons que sur un cadre de tripartisme, une fois le patronat déposera ses contributions, la discussion vive va devoir commencer. Les travaux s'achèvent ce vendredi et les nouveaux paramètres de la retraite seront applicables dès janvier prochain. Je vous le disais en ouverture, le syndicat de la Société d'énergie d'eau du Gabon, SEEG, reconduit son mouvement de grève résultante du manque de consensus dans les négociations entamées la semaine dernière. Les responsables du Synté Plus ont réaffirmé ce lundi leur mouvement lors d'une assemblée générale tenue au siège de l'entreprise à Libreville. Lardine Guémamba nous en dit plus. Les négociations entamées du 2 au 4 novembre dernier entre le Synté Plus et la direction générale de la Société d'énergie d'eau du Gabon a tourné court. Les membres de cette centrale syndicale réunis en assemblée générale ce lundi réitèrent leur mouvement. Le monde entier le sait que dernièrement, l'État vient de verser 35 milliards. Cette compensation a allégé la dette de la société et pouvait maintenant se réengager à nouveau. Alors, quand il s'agit des partenaires que nous sommes, quand il s'agit du personnel, alors la DG annonce des problèmes, on a des problèmes, on n'arrive pas à régler nos partenaires. En tout cas, il y a des problèmes et l'État n'a pas payé. Alors c'est ce qui nous a fâchés. On est venu voir la base et la base a dit pas question. On reprend la grève, bien qu'on l'a suspendu le 2. On reprend et c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Bien que conscient qu'ils détiennent un secteur vital, le Synté Plus dit restreindre leur service minimum. Le service minimum est restreint encore aujourd'hui parce que la production d'eau et d'électricité débutera à 7h30 comme chaque jour et prendra fin à 20h. Et dans toutes les localités, c'est seulement les caisses qui vont fonctionner et une caisse à l'intérieur de 7h30 à 12h00.
Pour tout Libreville et ses environs, tout le monde est concentré au siège. Il y a 4 caisses qui vont arrêter à midi et le personnel d'accueil n'est pas aussi au service minimum. On a laissé toutes les ressources humaines et les comptabilités pour aider l'employeur à travailler. L'OCNT+, conditionne la reprise effective des activités à la satisfaction intégrale du premier point qui compte 3 volets, à savoir l'applicabilité des accords de 2015 qui prévoient l'augmentation sur l'indemnité de logement, de l'eau et de l'électricité et sur l'indemnité des services rendus. Et comme on pouvait s'y attendre, la direction générale de la SEEG a réagi à la grève du syndicat national des travailleurs du secteur eau et électricité, informant sa clientèle de la perturbation du fonctionnement des agences. Un service minimum est mis en place pour assurer la continuité du service essentiel et que les clients peuvent acheter leurs unités EDAN auprès des revendeurs habituels et procéder au règlement de leurs factures par les moyens électroniques usuels. La SEEG, qui regrette ces désagréments, dit-elle faire son possible pour en atténuer les effets de cette grève. Elle tiendra au courant ses clients de l'évolution de la situation. Avant de tourner la page Gabon, direction l'Égypte, où le président de la République Ali Bongo Ondimba séjourne depuis ce dimanche à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où il prend part au Forum mondial de la jeunesse. La cérémonie d'ouverture du forum a eu lieu ce lundi. En témoigne ce reportage de Ali Reynald Rajumba et Igor Ovonza de la presse présidentielle. Arrivé à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum mondial de la jeunesse aux côtés de plusieurs de ses homologues chefs d'État et de représentants d'organisations et d'institutions intéressées par la promotion de la jeunesse et la dynamisation de celle-ci. C'est dans cet endroit magnifique imprégné d'histoire et de civilisation égyptienne que Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a été accueilli chaleureusement par son homologue Abdel Fattah al-Sisi, président d'Arabe d'Égypte. Les retrouvailles entre les deux dirigeants symbolisent la parfaite amitié qui existe entre eux et la convergence de points de vue qu'ils partagent sur les questions de développement durable, d'émancipation des jeunes et de lutte contre le terrorisme. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, marquée par des chants et témoignages des jeunes, dans leur diversité, ces derniers se sont exprimés sur les valeurs de la paix, de développement, de créativité et de lutte contre la pauvreté. Pour sa part, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a partagé avec l'assistance des questions de sécurité, les enjeux et les défis du moment pour faire face aux préoccupations des jeunes. À ce forum participent environ 3000 jeunes de plus de 113 nationalités des différentes contrées du monde et 52 délégations officielles de divers domaines en vue de débattre des questions qui préoccupent le monde et de poser en toute liberté et transparence leurs idées afin que le Forum mondial de la jeunesse soit une rencontre des peuples aimant la paix et soutenant le développement et la complémentarité des civilisations. Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord, les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en République démocratique du Congo ont été fixées au 23 décembre 2018. Pour rappel, ces élections auraient dû avoir lieu au plus tard fin 2017. Svetlana Gadis-Maganga. De sources officielles, les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en République démocratique du Congo seront organisées en une seule séquence le dimanche 23 décembre 2018. Et dimanche 23 décembre 2018, en un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial. Le calendrier que nous publions aujourd'hui fixe la tenue des élections en une seule séquence. Donc l'élection présidentielle, législative et provinciale en un seul jour en décembre 2018. Selon la Commission électorale nationale indépendante, l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle sera faite le 30 décembre 2018. Les résultats définitifs de ce scrutin seront connus le 9 janvier 2019. Le nouveau président prêtera serment le 12 janvier 2019. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à éviter, face au nouveau calendrier, des réactions et attitudes susceptibles de conduire à l'enlisement du processus électoral. La responsabilité de tous est donc engagée. La publication de ce calendrier a lieu dans un contexte politique tendu
en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis le 20 décembre 2016. Direction le Libéria et tel qu'annoncé à l'entame, la Cour suprême a suspendu ce lundi le processus électoral dans le pays à la veille même du second tour prévu de la présidentielle entre l'ex-star du football Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai, sans fixer de nouvelles dates au scrutin. La coalition pour le changement démocratique CDC de Georges Weah a réagi positivement à la décision de la Cour suprême. La Cour suprême a suspendu lundi le processus électoral au Libéria à la veille du second tour de la présidentielle entre l'ex-star du foot Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai sans fixer de nouvelles dates au scrutin. Il interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours pour fraude présumée sur l'organisation du premier tour. Le parti de Weah, la coalition pour le changement démocratique, a réagi à la décision de la Cour suprême de retarder le second tour présidentiel. La coalition prend connaissance de la décision. Nous l'utiliserons pour éclairer notre préparation. Et nous voulons que ce soit clair. Cette affaire n'a pas impliqué la CDC en tant que parti. C'est la Commission électorale nationale et la Cour suprême qui a rendu une décision contre la Commission électorale nationale et non contre la coalition pour le changement démocratique. Selon la Constitution, la NEC dispose d'un délai de 30 jours pour le faire, soit d'ici au 22 novembre. En cas de désaccord avec la décision de la Commission, les plaignants peuvent saisir la Cour suprême dans les 7 jours et celle-ci disposera d'un délai d'1 semaine pour trancher. L'ensemble de ces procédures peuvent s'étendre jusqu'au 6 décembre au plus tard. L'épouse du président zimbabwéen Robert Mugabe a déclaré ce dimanche que le parti au pouvoir, ZANU-PF, allait bientôt changer sa constitution pour pourvoir le poste de vice-président au profit d'une femme, un geste qui devrait lui permettre de succéder à son mari. Le récit de Zetnala Gladys Maganga. L'influente Grace Mugabe, pressentie comme possible successeur de son mari. La première dame du Zimbabwe encourage son mari, âgé de 93 ans, à désigner son dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. Vous avez donné à votre femme une circonscription électorale. Mais quand il s'agit de moi, vous mentez aux gens et dites que Mugabe et sa femme sont en train de créer une dynastie. Mais maintenant, je dis que le président Mugabe me laisse le poste. Robert Mugabe, à la tête du pays depuis 1980, n'a encore jamais pris position officiellement sur le sujet. Aujourd'hui, la question de sa succession pose problème. Je veux vous dire que depuis 1980, cet homme appelé Mnangagwa voulait préparer un coup d'État en 1980. Je vous dis ce que je sais parce que je suis dans une position privilégiée. Il voulait s'emparer du pouvoir du président. La question n'est cependant pas encore d'actualité puisque Robert Mugabe a décidé de se représenter aux élections en 2018. Il a même assuré l'an dernier vouloir gouverner jusqu'à ses 100 ans. Et justement, cette requête de Grace Mugabe semble avoir reçu un écho favorable parce qu'on apprend un instant que son mari de président, Robert Mugabe, a limogé son vice-président Emmerson Mnangagwa. Le gouvernement sénégalais durcit ses mesures anti-tabac. De nouveaux paquets de cigarettes avec des images mettant en garde les consommateurs contre des maladies liées au tabac ont été mis en vente dans les rues de Dakar. 40% de réduction sur le prix de ces cigarettes. Le leader du marché sénégalais, Philippe Maurice, a pris tout le monde de court, y compris le gouvernement. Le paquet de Marlboro est passé de 650 à 400 francs CFA, soit 61 centimes d'euros. Même les fumeurs n'en reviennent pas. Il y avait 3 bâtons pour 100 francs et 5 bâtons maintenant pour 100 francs. Ça c'est trop, c'est pas bon. La loi permet actuellement aux industriels de baisser les prix de leurs produits comme ils le souhaitent. Philippe Maurice en profite et s'épargne au passage des milliers d'euros en impôts.
contacté, l'entreprise a refusé de s'exprimer. Le ministère de la Santé, lui, promet d'agir. Donc c'est des préoccupations purement commerciales et mercantiles qui sont à la base de cette mesure et qui ne doivent pas prendre le pas sur les impératifs de développement sanitaire. Je suis convaincu que l'État trouvera la solution très bientôt et que cette cigarette reviendra donc à son prix initial. Le ministère de la Santé voudrait adopter une nouvelle loi pour éviter la propagation du tabagisme. Cette loi en préparation devrait fixer les prix du tabac, le poids des taxes et interdire la publicité. Donc voilà un pays qui va perdre de l'argent en recettes fiscales, qui va augmenter le nombre de fumeurs, qui va accroître son déficit public et qui de surcroît va accroître les conséquences du tabac, donc les dépenses liées au tabagisme. Donc c'est très grave. Alors que les producteurs de cigarettes ont perdu la bataille face au gouvernement dans les pays industrialisés, ils cherchent à fidéliser leur clientèle dans les pays en développement où le potentiel de revenus reste encore très élevé pour eux. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord en Allemagne, sous la pression des derniers bilans climatiques alarmants, la communauté internationale, États-Unis inclus, s'est retrouvée ce lundi à Bonn avec pour mission d'avancer sur une urgente mais délicate mise en œuvre de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Marina Boissa s'en fait l'écho. La COP23 s'est ouverte ce lundi à Bonn. La 23e conférence de l'Organisation des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte avec les appels vibrants notamment de son président fidjien qui appelle à agir plus fortement contre le dérèglement du climat. Pour la première fois, une COP sera présidée par un petit État insulaire, de ceux parmi les plus menacés et aussi les plus impliqués dans ce combat. Cette COP23, prévue jusqu'au 17 novembre au siège de la Convention climat de l'ONU, rassemblera les représentants de près de 200 pays, dont les États-Unis pourtant donnés partant par le président Donald Trump. Un rapport scientifique américain approuvé par la Maison-Blanche est venu le souligner vendredi. La période actuelle est la plus chaude de l'histoire de la civilisation moderne et la situation va empirer sans une forte réduction des gaz à effet de serre. Juste avant, un bilan de l'ONU a mis en garde entre actions et besoins au terme d'une année marquée par des désastres de grande ampleur, comme le dérèglement climatique en promet, selon les experts, Irma, le plus fort ouragan jamais mesuré dans l'Atlantique, Harvey qui généra les pluies les plus diluviennes relevées après un ouragan. Un bilan provisoire des températures pour 2017 doit être publié à Bonn par l'Organisation météorologique mondiale. Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, et 4 anciens membres de son gouvernement visés par un mandat d'arrêt européen ont été laissés en liberté ce dimanche sous caution par un juge d'instruction. Le récit de Zvetlana Gladys Maganga. Après avoir été entendu dimanche dans le courant de l'après-midi par le juge d'instruction, le président catalan destitué, Carles Puigdemont, et 4 anciens membres de son gouvernement, visés par un mandat d'arrêt européen, ont été laissés en liberté sous condition. Pour l'instant, nous travaillons donc à partir des documents que la justice espagnole a pu nous donner, et c'est sur cette base-là que la suite de la procédure belge va continuer, sachant que la procédure est écrite, elle est contradictoire, donc les avocats maintenant ont accès à ce mandat d'arrêt depuis ce matin, depuis la privation de liberté des 5 personnes, et à partir de là, peuvent étudier ce mandat d'arrêt, le contester le cas échéant, et c'est ça qui sera débattu dans la suite devant la Chambre du Conseil et le cas échéant devant la Chambre des mises en accusation. Les 5 Catalans s'étaient rendus d'eux-mêmes à la police dimanche matin à Bruxelles, où ils s'étaient repliés en début de la semaine. Il revient maintenant à une autre juridiction, la Chambre du Conseil, de se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par Madrid dans les 15 prochains jours. Selon la loi, une décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être prise dans les 60 jours suivant l'arrestation de la personne visée. Il n'est pas possible de faire appel de cette décision, a précisé le parquet. Je vous le disais en titre, au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May a reçu ce lundi, en fin d'après-midi, les chefs des partis politiques pour établir des règles permettant de lutter contre le harcèlement sexuel suite au scandale qui a déjà fait tomber un ministre la semaine dernière. Linda Gaël Maganga nous en dit plus. Suite à un scandale qui a déjà fait tomber un ministre, la première ministre britannique Theresa May s'engage à établir des règles permettant de lutter contre le harcèlement sexuel.
Nous devons placer une nouvelle culture du respect au centre de notre vie publique. Une culture dans laquelle chacun peut être assuré de travailler dans un environnement sécurisé, où les plaintes peuvent être présentées sans préjugés et où les victimes savent que ces plaintes feront l'objet d'une enquête. Après la démission mercredi du ministre de la Défense Michael Fallon, accusé d'avoir posé sa main sur le genou d'une journaliste en 2002 et par une autre d'avoir tenté de l'embrasser en 2003, 2 autres ministres sont aussi accusés d'harcèlement. Le secrétaire d'État au commerce international Marc Garnier et le numéro 2 du gouvernement Damian Green sont concernés par des faits similaires. Theresa May met en avant le code. Ce code introduit de nouvelles mesures pour traiter les plaintes et prévoit une ligne téléphonique confidentielle. Et puis, Donald Trump a estimé ce lundi que le temps de la patience stratégique face à la Corée du Nord était révolu, affichant sa convergence de vues avec le Japon en première ligne face aux menaces de Pyongyang. Le président américain, qui a entamé à Tokyo une vaste tournée en Asie, qui le mènera dès mardi à Séoul, a mis en exergue la nécessité d'isoler plus encore le régime de Kim Jong-un. Donald Trump, qui avait menacé à la tribune de l'ONU de détruire totalement la Corée du Nord en cas d'attaque lancée par Pyongyang, a une fois de plus défendu sa rhétorique forte, gage selon lui d'efficacité. Le développement continue par le régime de ses programmes d'armes illégaux, dont les tests nucléaires et des lancements scandaleux des missiles balistiques au-dessus des territoires japonais est une menace pour le monde civilisé, la paix internationale et la stabilité. La Corée du Nord a effectué un 6e essai nucléaire en septembre, son plus puissant à ce jour, et également testé plusieurs missiles balistiques potentiellement susceptibles d'atteindre une bonne partie du territoire américain. Demain, il y aura une décision sur le gel des avoirs des 35 organisations et personnalités nord-coréennes. Dans le futur, le Japon et les États-Unis vont continuer à coopérer de manière rapprochée pour la résolution rapide du problème nord-coréen. Disant son soutien sans réserve à l'approche américaine consistant à maintenir toutes les options sur la table, Shinzo Abe, de son côté, affirme que le Japon abattrait des missiles nord-coréens si nécessaire. De cette visite, le président américain a également rencontré les familles des Japonais enlevés par des agents nord-coréens à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Une question sensible qui hante encore les Japonais. Un reportage signé Dorothée Nyama. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, 72 heures après avoir suspendu leur grève, les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, reconduisent leur mouvement. Le manque de consensus dans les négociations entamées avec la hiérarchie la semaine dernière serait à l'origine de cette volte-face. Nous étions au Libéria où la Cour suprême a suspendu ce lundi le processus électoral à la veille du second tour de la présidentielle entre l'ex-star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai sans fixer de nouvelles dates au scrutin. Le parti de George Weah a réagi positivement à cette décision. Et puis le Royaume-Uni veut panser la plaie du harcèlement sexuel sans cesse grandissante. Ce lundi, Theresa May a invité la classe politique à mettre au centre de la vie publique une nouvelle culture de respect vis-à-vis de la gente féminine. Voilà pour l'essentiel de cette grande session, Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. À 22 h, Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre développement de l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver demain à compter de 18 h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.